Votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci d'être au rendez-vous du Constical Week News. Comme tous les week-ends, on essaye comme ça de vous présenter l'actualité afro-mondiale. Elle sera rythmée comme ça avec des différents comptes rendus de la Côte d'Ivoire, avec tout le système sécuritaire qui se met en branle. C'est toujours encore des prouesses du ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, M. Teni Ibrahima Ouattara. On en parlera dans cette émission. Et là, nous sommes en direction de la zone balnéaire d'Abidjan. Nous allons vers Bassam. Et on essaiera de vous présenter un peu aussi le nouveau péage, tout ce que fait aujourd'hui le gouvernement ivoirien pour rendre heureux le peuple ivoirien. A tout de suite. Vous êtes tous face à votre petit écran comme toutes les semaines pour regarder et suivre ce programme hebdomadaire d'information politique, économique, touristique et surtout un programme comme ça qui vous donne envie de croire au continent africain. Dans ce magazine international panafricain surtout qui essaye de mettre en exergue tout ce que font nos chefs d'État, nous allons un temps soit peu au Togo. Au Togo pour parler de la vision de son président, Faure Essossimba-Yassingbe. Soucieux de la mécanisation agricole dans la ligne de mire de sa vision, le président Faure Essossimba-Yassingbe a posé la première pierre du CRMA de Palimé. C'est le deuxième du genre pour couvrir les besoins des populations togolaise. Quand on sait que dans sa vision, le président Faure Essossimba-Yassingbe a mis un point d'honneur sur l'agriculture, sa mécanisation est un souci et un élément clé de sa vision. Reportage. Le chef de l'État togolais, son Excellence Faure Essossimba-Yassingbe, a présidé la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction d'un centre régional de mécanisation agricole pour le compte des plateaux ouest. Pour le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural, Antoine Lepa Gogweni, la création de ce deuxième centre régional permettra d'améliorer significativement le taux de mécanisation agricole et de couvrir les besoins des populations de la région. Il a témoigné à cet effet sa reconnaissance au chef de l'État pour sa vision de faire de la mécanisation agricole l'un des leviers de modernisation du secteur. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous rendre une fois encore un vibrant hommage pour votre leadership et votre volonté de transformer significativement et de façon durable notre agriculture. Et réitérer l'engagement du gouvernement togolais à œuvrer sous la houlette du chef de l'État au renforcement de nos liens de coopération pour assurer et garantir de meilleures conditions de vie et de travail à nos vaillantes populations rurales. Cette initiative innovante a pour ambition d'accélérer l'opérationnalisation de la modernisation du secteur à travers l'implantation des centres régionaux de mécanisation agricole sur l'ensemble du territoire. Le projet répond ainsi à la politique d'amélioration de la productivité, de renforcement de la sécurité alimentaire et de promotion de l'entrepreneuriat agricole du chef de l'État. Le docteur Mohamed Anoua Djamali, directeur général du CERMA, s'est félicité de ce nouveau partenariat avant de saluer la politique de promotion du secteur agricole du chef de l'État. Permettez-moi d'exprimer mes sincères félicitations et reconnaissance envers votre Excellence pour votre engagement en faveur des questions de la sécurité alimentaire. Votre vision ambitieuse de faire de l'agriculture un véritable moteur de croissance et de création d'emplois traduit cet engagement dans la feuille de route présidentielle Togo 2025. Excellence, Monsieur le Président, OCP Africa, filiale du groupe OCP, groupe africain, leader mondial dans l'industrie des engrais phosphatés, a pour mission ultime de contribuer au développement durable des écosystèmes agricoles en Afrique. La particularité de ce centre est la mise en place d'un laboratoire ultramoderne pour l'analyse des sols, l'établissement et la mise à jour de la carte de fertilité des sols, le contrôle qualité des engrais pour d'autres régions et partenaires du pays. Nous allons en Côte d'Ivoire pour parler du plus vieux parti de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA.
Le PDCI s'est mobilisé au 7e congrès extraordinaire de ce parti, avec une présence très remarquée du président du COGEP, invité par le président du PDCI RDA, M. Henri Konan-Bédier. L'arrivée de Blé Goudet nous a rappelé la première visite de Barack Obama à Chicago, après son investiture, où Blé Goudet, plus populaire que jamais, président du COGEP, a été accueilli par les militants du PDCI, comme pour dire, eh oui, la démocratie est une chose vraie en Côte d'Ivoire. D'autant plus qu'au précédent numéro, le président de la République son Excellence Alassane Ouattara, qui était en visioconférence dans ce sommet sur la démocratie avec les États-Unis et nombreux de ses compères, avait précisé qu'en Côte d'Ivoire, la démocratie est très avancée. On le voit avec cette arrivée de Blé Goudet, avec tous les partis représentés à ce congrès du PDCI RDA, présidé par l'inamovible Henri Konan-Bédier. On se regarde ce reportage qui porte la griffe de Koulibaly Ousmane et de Muriel Kouakou. Invité par le président du PDCI RDA, Charles Blé Goudet a créé une attraction particulière, créant l'euphorie auprès des militants du PDCI RDA, ainsi qu'un accueil chaleureux que lui ont réservé les cadres du PDCI, au rang desquels le maire du Plateau, le quartier administratif d'Abidjan. Ce jeudi 30 mars 2023, les militants du PDCI RDA ont pris d'assaut le siège du parti Sisako Cody Saint-Jean pour la 7e session extraordinaire du congrès du PDCI RDA. Ils sont arrivés des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour communier avec le président Henri Konan-Bédier. À l'intérieur, assis sagement et tous vêtus aux couleurs du PDCI RDA. L'on a assisté à une ruée des militants qui se sont empressés pour le retrait de leurs mandats et badges. Le comité d'organisation a réussi son pari avec brio. Une qualité d'accueil des congressistes qui sont visiblement satisfaits et fiers d'appartenir au PDCI RDA, la plus vieille formation politique de Côte d'Ivoire. Je vois qu'il y a beaucoup d'engouement. Le monde est là. Il y a une organisation qui a été mise en place. Je sais qu'elle sera performante et nous espérons pouvoir faire un congrès qui soit en fait une fête. Et ce congrès doit être le début, marquer le début d'un renouveau du PDCI en termes de cohésion, en termes de stratégie performante et en termes de victoire. L'impression, c'est qu'on sent que les militants ont envie de se retrouver. Donc le caractère festif déjà prend le pas sur vraiment l'événement. Cela augure une bonne ambiance et au sortir de ce congrès extraordinaire, le PDCI va se projeter vers l'organisation du congrès ordinaire pour que la nouvelle vision du parti qui sera axée sur les résultats, on pourra à partir de là faire en sorte que les valeurs qui ont toujours incarné le PDCI RDA, qu'on puisse les partager avec les Ivoiriens. Je dirais déjà dans la cour, dans le rang, que c'est phénoménal. Et nous sentons que dans le PDCI, il y a de bonnes choses à attendre. Nous sommes restés déjà 20 ans dans l'opposition. Et cela donne à toute la population, je dirais, ivoirienne, pour ne pas dire la population du PDCI, à vouloir accéder à l'exécutif. Et chacun est engagé. Le PDCI reste un parti fort, vu la mobilisation. Quand on voit les gens qui sont dehors, ceux qui sont dans l'enceinte, c'est que le PDCI, je ne peux pas dire encore de bon reste, mais encore vivant dans l'esprit des Ivoiriens. Confiant pour les batailles à venir. C'est toujours bien que le PDCI, que les militants du PDCI se rassemblent, mais surtout on attend quoi de ce congrès? Au sortir de ce congrès, le PDCI doit se retrouver pour l'unité des membres du PDCI. On s'est rassemblés dans l'optique de 2025. Nous sommes arrivés aujourd'hui sur convocation du président Aimé Henri Konan-Bédier, le président du parti, pour venir assister à la cérémonie, au congrès, à la session extraordinaire du congrès qui doit mettre le PDCI en conformité avec ses tests. C'est pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, c'est un jour extraordinaire. Qui dit extraordinaire dit quelque chose de merveilleux. On s'attend à des grandes choses, à des choses extraordinaires, en raison de la sagesse du président Henri Konan-Bédier, qui a lui-même piloté ce congrès extraordinaire. Donc c'est la joie,
la gaieté, vous voyez, ça bouillonne un peu par-ci, par-là. C'est qu'on ne s'attend rien d'extraordinaire qui ne soit pas au-dessus des capacités du PDCI. Avec Henri Konan Bédié, la sagesse, tout est possible dans le bon sens pour le développement de la Côte d'Ivoire. Très extraordinaire, c'est une très bonne impression dans la mesure où est-ce que l'organisation est vraiment au rendez-vous. Il y a énormément de participants. Les partis politiques invités ont été présents. Et je sais que ce congrès sera réellement une réussite. Les objectifs de ce congrès étant de mettre à jour certains statuts du PDCI-RDA et notamment modifier l'article 54 qui concerne la taille du bureau politique, le but étant de pouvoir intégrer plus de militants au sein de cet organe. À 88 ans, Henri Konan Bédié rempile pour un énième mandat à la tête de son parti politique qu'il dirige depuis le décès, le 7 décembre 1993, de Félix Houphouët-Boigny. Le Sphinx de Daoukro est toujours à la manœuvre. Tous les regards sont tournés vers les élections locales prévues pour fin 2023. C'est d'ailleurs dans cette perspective que s'inscrit le thème du congrès qui était ainsi libellé PDCI-RDA, enjeux et défis nouveaux, attitudes nouvelles, cap sur 2025. Le président Henri Konan Bédié, à l'occasion de l'ouverture de ce 7e congrès du PDCI-RDA, n'a pas manqué de rappeler cet important enjeu dans son discours d'ouverture. Je salue la présence remarquée des représentants des partis politiques nationaux, le PPACI, le RHDP, le FPI, l'UDPCI, l'URD, le RPP, le MGC, le MEFA, le COGEP. Le PDCI-RDA, parti de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, qui a construit patiemment les bases solides des relations diplomatiques et consulaires entre la Côte d'Ivoire et la quasi-totalité des pays et institutions internationales accréditées en Côte d'Ivoire, entend poursuivre et renforcer avec chacun d'entre vous la dynamique coopération multiforme. Le PDCI ne trahit jamais ses amitiés. Nous voici au rendez-vous de la 7e session extraordinaire du congrès du PDCI-RDA, un congrès attendu de tous. Les membres statutaires du PDCI-RDA ont endossé la motion du bureau politique du 29 septembre 2022 tenue à Daoukro, faisant du président Henri Konan Bédié le candidat unique à la présidence du PDCI-RDA au 8e congrès ordinaire qui aura lieu en juin prochain. Nous allons au Bénin. Au Bénin, le pays du président Patrice Talon, l'heure est quelque part déjà presque aux préparatifs de la présidentielle 2026. La présidentielle 2026, comme je disais tantôt, se prépare déjà de ce côté de l'Afrique, à savoir au Bénin. Ce pays dirigé par son Excellence Patrice Talon, qui a reçu l'ancien chef de l'État béninois, M. Boni Yayi, devenu opposant au régime actuel en République du Bénin. Cette rencontre très fraternelle de plusieurs heures a été très conviviale. L'Afrique prouve ainsi sa maturité dans l'exercice du pouvoir et de la démocratie. Reportage Raoul Sankoué. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a reçu ce lundi 27 novembre 2023 au palais de la Marina une délégation du parti Les Démocrates conduite par son président M. Boni Yayi. Au menu des échanges, les griefs du parti Les Démocrates relativement à la liste électorale et au processus électoral de 2026. Pendant 4 heures de discussion, les deux partis ont échangé dans une ambiance conviviale et les sujets traités avec un sens élevé de responsabilité. C'était l'occasion pour le président des démocrates d'exprimer au chef de l'État, de vive voix, les doléances ou les attentes de son parti.
Et au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, sans langue de bois et avec esprit d'ouverture, d'apporter des éclairages et des réponses appropriées, avec une disposition affichée d'accueillir favorablement ce qui ferait avancer les bonnes pratiques et le pays. Ainsi, sur les doutes relatifs à la fiabilité de la liste électorale brandie par les démocrates, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a pesé ses hôtes. Personne n'a mandaté l'ANI pour tripatouiller la liste électorale. Personne. Donc je suis favorable à un audit de la liste état civil, de régime état civil, de la base de données. Je suis favorable à auditer, à voir si le logiciel est performant, s'il a été bien implémenté, pour voir si la prise en compte des naissances, des décès, de l'évolution des âges est automatique sans qu'il n'y ait dans une localité, sans que quelque part on dise « Ah, telle personne, ils sont connus comme étant démocrates ou BR ou UP. » Il faut que, sachant cela, qu'on les enlève de la liste. Ces choses-là, je ne pense pas que c'est possible, soit possible. Et le Bénin n'est plus à ça près. Pour le vice-président du parti Les Démocrates, une telle démarche demande l'adhésion de tous les partis politiques. Si nous voulons faire une telle démarche, il est souhaitable que ce soit l'affaire de tous les partis politiques. Peut-être ceux qui sont représentés à l'Assemblée nationale qui seraient représentatifs. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a rassuré ses hôtes que l'État mettra à disposition des moyens pour les audits. Ceux qui veulent s'associer à vous, vous avez la garantie que l'État va donner les moyens, si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas cotiser. Vous avez la garantie que moi, l'ANI peut défendre l'exécutif. Ils seront instruits dès demain pour se mettre à votre disposition pour les audits selon ceux qui veulent bien. Durant cet entretien, le vice-président du parti Les Démocrates a fait une proposition au chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. Je suis d'accord avec vous qu'il ne faut pas perturber le dispositif constitutionnel. Mais je vais oser une proposition. D'accord. Puisque c'est votre sensibilité politique qui a désigné tous les membres de la Cour, à l'Assemblée nationale comme au gouvernement, par le président de la République, si vous suggériez à l'un d'entre eux de démissionner, vous ouvriez la porte à quelqu'un de l'opposition ou des démocrates et toute la nation verra que quelque chose a été fait. Ce sera formidable. Vous avez tous les moyens de loger cette personne quelque part d'autre. Sur cette proposition, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a été pédagogue. Comment ça s'appelle? Non, président. C'est une manipulation. Oui. Président Yaboni, vous avez entendu ce qu'il a dit? Vous avez été ancien président de la République. Oui. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Oui. Je n'ai pas entendu. Ils veulent que... Moi, je vais vous dire ce qu'il a dit. Il veut que on manipule. Non, que vous suggériez. Non, il veut qu'on manipule les institutions de la République au gré de l'esprit partisan. C'est l'esprit partisan qui détermine aujourd'hui la manière dont, constamment, il faut manipuler les institutions. C'est très grave ce qu'il vient de dire, Monsieur le Président. Ça veut dire que vous qui avez été élu en 2006 président de la République, sans avoir personne, je sais de quoi je parle puisque nous avons travaillé à l'élection ensemble, on n'avait personne à la Cour constitutionnelle en 2006. En 2016, Patrice Talon n'avait personne au Parlement, à la Cour constitutionnelle. L'élection s'est bien passée, non? En 2023, les démocrates sont allés aux élections, ils ont eu 28 députés, même nombre de députés que le BR, sans avoir quelqu'un à la Cour constitutionnelle. Et vous voulez que cet acquis, ce mérite que nous avons ensemble, qu'aujourd'hui nous décidions de considérer que ce n'est plus un mérite, ce n'est plus un acquis. C'est comme si on avait échoué. Faire ça, me suggérer de faire ça, c'est comme si nous reconnaissons que nous avons échoué en matière de responsabilité, de dignité, d'intangibilité de nos institutions politiques. Si on fait ça, c'est un aveu d'échec. Or, nous avons réussi. Pourquoi voulez-vous qu'on remette en cause quelque chose qui est de notre fierté? Enfin, fort de ces arguments, le président de la République du Bénin a demandé à ses hôtes du parti Les Démocrates de ne pas jeter de l'opprobre sur le pays juste pour des raisons politiciennes. Dans l'édition de la semaine dernière, le Constier Carl-Week News, nous avons présenté les prouesses d'un des leaders des chefs d'État en Afrique centrale, le président Denis Sassou Nguesso.
avec ces deux tours jumelles que je demande encore comme ça à M. Marcel Bassolé de vous présenter, ces belles tours jumelles qui honorent le Congo et surtout l'Afrique entière. Rien de plus normal que de présenter ça au peuple et dire qu'en Afrique, nous devons compter sur nos leaders. En séjour de travail dans le département de la Cuvette, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a procédé ce 8 novembre 2023 à la visite des zones agricoles protégées. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a commencé sa visite par les zones agricoles protégées d'Olongone dans les départements de la Cuvette. Le chef de l'État congolais ne cesse de manifester son amour pour l'agriculture, une stratégie du gouvernement qui vise à renverser la balance d'importation massive des produits agricoles. Voici les principales caractéristiques des zones agricoles protégées d'Olongone, présenté par M. Paul Valentin Gobo, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Congo. Ici, nous sommes sur un terrain qui emploie 152 personnes à travers des coopératives sur 174 hectares. Donc vous voyez, là derrière, nous avons 17 hectares de manioc. Les 17 hectares de manioc, mais ça donne un peu plus. On aura à peu près 2,5 fois plus que d'habitude parce que nous l'avons fait, les écartements sont un peu plus serrés. Donc on a beaucoup de manioc ici pour produire du foufou. Vous avez juste derrière vous 25 hectares de manioc fait avec nos amis de la Banque africaine de développement. Ça ne se voit pas encore, mais nous avons ici 25 hectares, sur cet endroit qui paraît un peu vide. Donc 25 hectares de manioc. Et de l'autre côté, vous avez 87 hectares de maïs. Et on est en train de préparer encore un autre terrain de l'autre côté. Vous voyez des tracteurs en train de travailler pour faire une fois de plus du manioc. Les populations composant coopératives dans les zones agricoles protégées de Longone ont exprimé leur satisfaction. Cette fois-ci, surtout pour le maïs, ce n'est plus que le groupement sème. L'État aussi a donné les machines. Ils sèment en même moment avec les engrais. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a communié avec les populations des zones agricoles protégées avant de mettre le cap sur les zones mixtes agricoles protégées du Songo dans la commune d'Owendo. Les zones mixtes agricoles protégées de Songo, qui s'étendent sur 124 hectares dont 54 de manioc, ainsi que 54 hectares en phase de préparation. La zone mixte agricole protégée de Songo a la particularité d'avoir en son sein une zone piscicole de 14 hectares qui compte 85 étangs, également visitée par le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, quelques instants avant les requêtes des populations. Sur le terrain, l'agriculture est en train de prendre son élan. Avec la Lurous, les choses se passent. Nous allons manger ce que nous produisons sur place. Au terme de la visite des zones agricoles protégées, ce 8 novembre 2023, dans le département de la Cuvette, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, se dit satisfait de l'adhésion massive des populations rurales à son mot d'ordre sur l'autosuffisance alimentaire. Je peux dire que les populations des milieux ruraux ont adhéré massivement au mot d'ordre du président sur l'autosuffisance alimentaire et la production. Et pour que les Congolais ne dépendent pas d'autres peuples en ce qui concerne leur alimentation. Surtout les jeunes. Je suis très content parce que partout où je passe, je vois des jeunes. Jeunes femmes, jeunes garçons. Ils ont adhéré. Et même en ville, je sens un frémissement. Je sens déjà un frémissement dans le milieu des cadres qui prennent la décision. Je dis un frémissement. C'est déjà bon signe. Il est à noter qu'en février 2023, le président son Excellence Denis Sassou Nguesso avait instruit le gouvernement, lors du Conseil des ministres au Palais du Peuple, de procéder à l'entretien des pistes agricoles et rurales. Puisque l'Afrique doit former sa jeunesse, puisque l'Afrique doit apporter du sang neuf et régénérer tous ceux qui sont au pouvoir, tous qui sont dans les affaires, tous qui forment aujourd'hui la matière grise de notre continent. Rien de plus normal que l'instruction, l'école, la formation. Notre partenaire, l'Université internationale de Libreville, pour ne citer que cette grande université qui ouvre ses portes à tous les Africains pour leur permettre aujourd'hui d'étudier
à côté de leurs parents. Je vous retrouve juste après. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et de sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. Et sa toute nouvelle école de médecine et de pharmacie. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Une autre formation, une formation des militaires, de nos officiers, de nos gendarmes. L'équipe de rédaction de CNN a tout simplement décidé de se focaliser sur cette école. Pourquoi ? À la tête de ce ministère de la Défense en Côte d'Ivoire, le ministre de Tatene Birahima Ouattara veille à la sécurité de tous les Ivoiriens. C'est la raison pour laquelle, en cette édition, toute l'équipe de rédaction de CNN a décidé de vous présenter cette école où sortent les officiers, cette école de gendarmerie. Ils sont nombreux, les Africains, formés à l'école de gendarmerie de Côte d'Ivoire. Et dans la 47e promotion 2023, sortie il y a près d'un mois, figurent des gendarmes gabonais. Actualité oblige, nous avons décidé de vous présenter ce qui est désormais à constater d'admiratif en Afrique dans la collaboration Sud-Sud. Reportage Raoul Sankoué. Formés chaque année, plus d'une cinquantaine de jeunes officiers ivoiriens, et ceux venus d'ailleurs surtout de l'Afrique subsaharienne, âgés entre 18 et 25 ans, ayant satisfait aux exigences du concours d'admission des officiers et sous-officiers. Telle est la mission de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Pour démarrer la formation, l'école de gendarmerie d'Abidjan va tout d'abord vérifier le respect de toutes les formalités administratives remplies par les jeunes officiers, comme nous l'explique le colonel-major Alain Camara Kinaya. Il s'agit d'abord d'une vérification des formalités administratives. Et donc ça nous permet d'abord dans un premier temps d'accepter cet individu à l'école, faire la contre-visite avec le médecin de l'école. Ça nous permet justement de s'assurer que ceux qui sont venus sont médicalement aptes et que les documents qu'ils ont fournis sont authentifiés. Après la vérification des aptitudes physiques et psychologiques, les choses sérieuses peuvent enfin commencer. Les jeunes officiers démarrent la formation par des exercices physiques de base dont l'objectif est d'apprendre aux jeunes recrues les réflexes de militaires. Il s'agit pendant cette étape de l'instruction purement militaire et également de la formation physique de l'individu. Dans cette étape, on apprend à la jeune recrue comment marcher au pas, comment défiler. S'ensuit après le cours théorique d'ordre serré qui enseigne aux jeunes officiers les valeurs du salut militaire et du respect de la hiérarchie. Une exigence pour tout le corps armé. Chez nous, le salut, c'est un signe de respect vis-à-vis de son chef. Durant la pratique, les jeunes officiers exécutent avec brio cette règle d'or du salut militaire. La boue, le pot, la boue, à gauche. Gauche. À droite. Gauche. Mais il manque de synchronisation dans les gestes. Pour cela, l'instructeur donne un autre exercice. Durant cette formation, les jeunes officiers et sous-officiers de l'école de gendarmerie d'Abidjan vont apprendre comment manier les armes, l'un des modules le plus important et délicat de la formation. Pour manipuler avec dextérité ces armes, les jeunes recrues doivent davantage travailler leur force physique. Et à l'école de gendarmerie d'Abidjan, les instructeurs sont très exigeants sur cet aspect. La gendarmerie nationale est une force armée chargée de missions de police et de type militaire dans les zones rurales et périurbaines et sur les voies de communication. Et pour cela, le jeune gendarme se doit de maîtriser, en plus des connaissances de police judiciaire et administrative, des aptitudes physiques spectaculaires et une dextérité dans le maniement des armes, afin d'être paré à toute éventualité sur le terrain.
La pratique des arts martiaux vient davantage renforcer chez les jeunes officiers de l'école de la gendarmerie d'Abidjan son agilité lors des combats physiques. Durant 2 ans, les jeunes recrues de l'école de gendarmerie d'Abidjan reçoivent une formation militaire et professionnelle. L'intervention professionnelle est l'un des moments cruciaux du 2e volet de la formation. Dans cette école, depuis le 14 octobre 2014, la notion du respect du genre est une réalité au sein de la gendarmerie d'Abidjan avec l'intégration des premières femmes officiers. Que ce soit les femmes ou les hommes, c'est la même formation que tout le monde reçoit. À l'école de gendarmerie d'Abidjan, la discipline est au cœur de la formation des jeunes recrues. Ici, la tolérance est zéro en ce qui concerne les cas d'indiscipline. Au sortir de cette formation, l'école de gendarmerie d'Abidjan va organiser les cérémonies de prestation de serment de la 61e et de la 62e promotion des élèves sous-officiers ainsi que la prestation de serment de la 47e promotion des officiers de la gendarmerie. J'invite toute la population, les parents et amis à venir soutenir leurs enfants et voir ce qu'ils sont devenus. Une 47e promotion constituée de 26 stagiaires venus de 9 pays et des officiers locaux. En arrivant, on avait certaines bases fébriles en connaissance de gendarmerie. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a apporté un plus. Avec un personnel d'encadrement composé de 15 officiers, dont 3 femmes officiers et 216 sous-officiers, l'école de gendarmerie d'Abidjan continue de perpétuer le perfectionnement des cadres, la formation des officiers et sous-officiers, ainsi que des cadres de l'armée. Nous avons aujourd'hui en gros 1000 officiers, nationaux comme non nationaux, qui ont été formés ici, et à peu près 23 000 sous-officiers qui a été formé à l'école de gendarmerie d'Abidjan. L'école de gendarmerie d'Abidjan a été primée à 2 reprises au prix de la meilleure école militaire. Et aujourd'hui encore, la structure ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons nous envoler pour le Sénégal. Nous allons dans le pays de la Teranga, le pays présidé par son Excellence Macky Sall, chef de l'État de la République sénégalaise. Le président de la République, chef de l'État sénégalais, son Excellence Macky Sall, a inauguré la plateforme logistique Germany West Africa Sénégal. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Sénégal, son Excellence Macky Sall, s'est rendu dans la zone économique spéciale intégrée de Dias pour inaugurer la plateforme logistique de Germany West Africa, fruit de la coopération sénégalo-italienne. Il n'y a pas de développement sans industrie. L'industrie, activité génératrice de richesses et d'emplois à grande échelle, est l'un des moteurs essentiels de la croissance et du développement. C'est pourquoi l'industrie figure en bonne place dans l'axe 1 du plan Sénégal émergent dédié à la transformation structurelle de l'économie. Et c'est le sens de la création de 5 zones économiques spéciales comme pôle d'éclosion du Made in Sénégal pour soutenir et accélérer le processus d'industrialisation de notre pays. La première phase de la réalisation de la zone économique spéciale intégrée de Dias a coûté 32 milliards de francs CFA. Dans la première phase, un investissement de 32 milliards grâce à un prêt de notre partenaire, la Banque ouest-africaine de développement, que je remercie au passage. Ce financement permettra, entre autres, la clôture de la zone afin de sécuriser l'assiette foncière, la construction de 13 km de voirie, de voies d'accès à la zone à partir de l'autoroute à péage et la RN1. Il est prévu que cette zone génère environ 9 300 emplois directs et 19 850 emplois indirects, ce qui aura un impact significatif sur l'économie locale et nationale. Il s'agira d'aménager toutes les commodités nécessaires à la mise en service de la zone économique spéciale, notamment le service de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et des télécommunications. 9 300 emplois directs et 19 850 emplois indirects seront générés dans la zone économique de Dias.
À travers les zones économiques spéciales intégrées, l'État du Sénégal vise à faire du Sénégal un hub industriel dans la sous-région en offrant des infrastructures modernes et une main-d'œuvre qualifiée. Au Burkina Faso, ce pays des hommes intègres, malgré les coups d'État à répétition, il est à noter qu'au Burkina Faso, l'ancien président Thomas Sankara a été élevé au rang de héros de la nation par le gouvernement de transition au Burkina Faso. Pouvons-nous un tant soit peu permettre, avoir l'indulgence d'accorder aux uns aux autres, d'avoir une pratique qui leur est propre? Reportage Charlotte Abdoulaye. Le gouvernement de transition a décidé d'honorer l'ancien président et père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, tué le 15 octobre 1987 lors d'un putsch, en lui attribuant le titre de héros de la nation. Il est un peu plus de 16 heures heure locale quand le président de transition au Burkina Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé au mémorial Thomas Sankara à Ouagadougou. Ceci sous les applaudissements du public présent. Pour la circonstance, un important dispositif de sécurité est mis en place. Chaque année, depuis son assassinat, une gerbe de fleurs est déposée sur son mémorial. Pour la première fois, la commémoration de l'assassinat, il y a 36 ans, de M. Thomas Sankara se fait sous l'égide du gouvernement. Le capitaine Traoré, on ne dira pas que c'est un Thomas Sankara, mais il est sur la ligne que Thomas Sankara avait voulu pour son peuple. L'ancien président et père de la révolution au Burkina Faso, M. Thomas Sankara, assassiné en 1987 à Ouagadougou avec 12 de ses compagnons, est élevé au rang de héros de la nation. Les autorités burkinabées ont également rebaptisé le boulevard du général Charles de Gaulle, qui devient de facto le boulevard Thomas Sankara. L'ancien président et père de la révolution au Burkina Faso, M. Thomas Sankara, a été réhabilité. De ce fait, il s'inscrit officiellement au patrimoine national. L'État burkinabé a officialisé ça. De Gaulle n'a plus de nom dans une au Burkina Faso. On va l'éradiquer carrément. Le donner à notre héros national, le capitaine Isidore Noël Sankara. C'est un travail psychologique. Il faut préparer le peuple psychologiquement. Lorsqu'il est armé psychologiquement, le reste vient. Thomas Sankara est quand même un symbole. C'est comme un idéal, c'est un modèle pour nous, la jeunesse africaine. Et on ne peut pas comprendre que depuis son assassinat, on ne voit pas un grand boulevard à son nom. La maquette d'un projet de mémorial a été présentée. Par la suite, une première pierre a été posée en présence du président de transition au Burkina Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, du vice-président du comité international du mémorial Thomas Sankara, ainsi que des membres de sa famille. L'Afrique qui vit aujourd'hui des mouvements et surtout une nouvelle génération qui accélère, qui veut aller très vite et qui veut rattraper le temps et surtout offrir du bonheur à son peuple. C'est l'occasion de parler de la visite officielle au Tchad, le pays du président Mahamat Idriss Déby Itno, qui a accueilli en visite officielle le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est rendu à cette occasion en N'Djamena, visite officielle. Quand on sait que dans nos précédentes émissions, on vous parlait de la grande délégation gabonaise qui s'y était rendue, ainsi qu'une délégation tchadienne pour un retour de bons procédés qui s'était rendue au Gabon, c'est au tour du général, président de la transition gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, de se rendre en visite officielle au Tchad. Reportage Teddy Ossé, Charlotte Abdoulaye. Le président de la transition du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a effectué une visite de travail de quelques heures à N'Djamena dans le cadre de sa tournée de prise de contact et d'échange avec ses homologues de la zone CEMAC. Tournée qu'il a conduit successivement en Guinée équatoriale, au Congo et en République centrafricaine. Le Tchad constitue ainsi la 4e étape. Le président gabonais a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Hassan Djamous par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens, de l'étranger et de la coopération internationale, son Excellence Mahamat Saleh Anadif, représentant le président de transition du Tchad, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno. Il avait à ses côtés le chef d'état-major général des armées, quelques membres du gouvernement, des collaborateurs du chef de l'État et le maire de la ville de N'Djamena. Après l'aéroport, la délégation du président gabonais a été reçue sur le parvis du palais Toumaï avec tous les honneurs par son homologue général Mahamat Idriss Déby Itno.
échange de chaudes poignées de main, exécution des hymnes des deux pays et passage en revue des détachements de l'armée nationale tchadienne qui leur rendent les honneurs ont marqué l'accueil au palais Toumaï. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, le général Mahamat Idriss Déby Itno et son hôte ont ensuite eu un tête-à-tête de près de 2 heures, suivi de leur rencontre élargie aux délégations tchadiennes et gabonaises. La situation politique au Gabon, la coopération bilatérale à la lumière du dernier protocole d'accord, signé le 30 juin 2023 à Libreville, pour renforcer les liens bilatéraux et promouvoir la coopération entre les deux pays, mais aussi des questions d'intérêt commun, notamment la paix et la sécurité dans la sous-région et sur le continent, ont été longuement discutées par les deux hommes d'État. Au terme des échanges et peu avant de prendre congé de son hôte, le général Brice Clotaire Oligui Nguema a bien voulu livrer ses impressions. Il a exprimé ses sincères remerciements au chef de l'État général Mahamat Idriss Déby Itno pour l'accueil qui lui a été réservé dans la cité capitale tchadienne et vanté la coopération bilatérale. Il a exprimé ses sincères remerciements au président de transition du Tchad, président de la République, chef de l'État, pour l'accueil à la fois mémorable et exceptionnel qui lui a été réservé à N'Djamena. Comme à son arrivée au palais Toumaï, le chef de l'État, général Mahamat Idriss Déby Itno, a tenu à raccompagner son hôte au perron du palais Toumaï. Et c'est le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, ambassadeur Mahamat Saleh Al-Adif, qui l'a raccompagné à l'aéroport international Hassan Jamous en début de soirée. Entre joie et expérience, les Gabonais vivant au Tchad ont exprimé leur satisfaction par rapport à ce déplacement qui témoigne de la vitalité de la diplomatie gabonaise en précisant leurs attentes. La prise de pouvoir par les militaires nous a évité naturellement des troubles, parce que nous savons qu'au terme du processus électoral qu'il y a eu, cela tendait vers des contestations populaires. Et cette prise de pouvoir qui s'est faite, ça il faut le relever, sans effusion de sang. J'aimerais que la transition puisse s'appuyer sur la main-d'œuvre qui existe au Gabon, qui est bien existante mais qui n'est pas mise en avant, qu'elle s'appuie dessus, sur aussi les étudiants qui sont nouvellement diplômés et qui sont en quête de travail mais qui ne trouvent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens de trouver le travail adéquat. Donc ce serait vraiment bien que la transition puisse s'appuyer sur ces deux points-là pour faciliter la jeunesse gabonaise à évoluer. Le Tchad et le Gabon, deux pays frères et amis, appartiennent à deux entités sous-régionales majeures. Il s'agit de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, et la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Le Tchad et le Gabon vivent en ce moment tous les deux une période de transition. Abidjan qui a abrité le Forum régional de la sécurité sociale Africa 2023. Un forum qui regroupe la quasi-totalité des institutions, des organismes de sécurité sociale. Et nous avons été agréablement surpris et heureux d'ailleurs de voir que la Côte d'Ivoire a été primée à ce forum avec la présence de son directeur général, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale de Côte d'Ivoire. Et le Cameroun, ce pays jumeau, ce pays frère à la Côte d'Ivoire, s'en est sorti avec une quatrième reconnaissance officielle du label ISS, qui est un label très important pour les organismes de sécurité sociale. On en saura un peu plus dans ce reportage qui a été dirigé par Ousmane Koulibaly et votre humble serviteur, tous présents au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. C'est à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, que s'est tenu du 17 au 19 mai 2023 le Forum régional de la sécurité sociale qui a regroupé toutes les caisses de prévoyance sociale africaines, à savoir lusophones, francophones et anglophones. Et le Cameroun a été dignement représenté par M. Alain Noël Olivier Mekolo Vando Akame, directeur général de la CNPS Cameroun, qui a d'ailleurs reçu pour la circonstance un prix. Ce prix AISSS, entendez International Social Security Association, est un label qui gratifie les meilleures innovations et la CNPS Cameroun a eu par le passé le mérite d'être gratifiée du prix de la qualité de service, la bonne gouvernance, le recouvrement des cotisations et pour cette édition 2023, la fraude et l'évasion fiscale qui, elle seule, a 103 règles à implémenter. Et c'est avec brio que la CNPS Cameroun, que dirige M. Alain Noël Olivier Mekolo Vando Akame, a reçu cette quatrième reconnaissance, labellisant tout le mérite de la CNPS Cameroun, reconnu mondialement. Et tout ceci attribué par des experts indépendants pour une durée de 3 ans. Nous venons de recevoir effectivement le label de reconnaissance AISS
sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, qui est une ligne directrice assez rigoureuse et qui nous met à un niveau, au niveau le plus élevé en la matière dans le monde, parce que l'AISS regroupe l'ensemble des institutions de sécurité sociale du monde entier. Il est à noter que la CNPS Cameroun a été le premier organisme à avoir le mérite sur la qualité de service en 2017, renouvelé en 2021. Nous avons l'honneur d'être d'abord la caisse qui a reçu le premier label de reconnaissance en la matière. C'était sur la qualité de service en 2017. Et aujourd'hui, nous avons 4 labels sur la qualité de service, sur la bonne gouvernance, sur le recouvrement des cotisations sociales et aujourd'hui sur la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Donc de 2017 à 2023, nous avons eu 4 labels et ceci nous place au tout premier rang des caisses de sécurité sociale en Afrique à avoir autant de labels de reconnaissance. D'autres pays tels le Maroc et la Zambie ont aussi reçu des distinctions, ainsi que la Côte d'Ivoire par le biais de son directeur général qui a reçu le prix de la bonne gouvernance. Monsieur Alain Noël Olivier Mekolo Vando Akame, très heureux de son prix, tient à rassurer ses assurés camerounais et aussi expliquer qu'est-ce que c'est le forum régional. Le forum régional, c'est quelque chose de très important pour nous parce que cela nous permet à la fois de faire valoir ce que nous faisons dans nos pays respectifs, mais aussi de s'inspirer de ce que les autres font dans le partage. Et à la matière, nous avons l'honneur de pouvoir partager le plus et de recevoir de nos collègues, de nos homologues, la reconnaissance qu'il faut. Nous avons déjà reçu beaucoup de demandes d'imprégnation de la part de nos homologues qui veulent venir voir concrètement comment ça se passe chez nous et nous répondons très favorablement. Donc c'est un acte d'échange, de partage et nous avons beaucoup de fierté à partager et à avoir la reconnaissance du milieu international de sécurité sociale. La CNPS Cameroun devient le seul organisme de sécurité sociale africain à date détenteur de ces 4 distinctions mondiales AISSS qui couronnent le travail acharné de la team managériale de la CNPS Cameroun sous la direction de M. Alain Noël Olivier Mekolo Vando Akame qui tient à rassurer ici les assurés camerounais. Oui, ils peuvent nous faire confiance. Vous savez, en sécurité sociale, c'est essentiellement la confiance. Ils doivent avoir confiance en nous. Tout ce que nous faisons, c'est pour eux, c'est eux nos patrons. Donc nous faisons tout pour qu'ils aient la meilleure qualité de service possible, que nous puissions avoir le meilleur fonctionnement possible. Tout cela pour qu'ils aient les meilleurs services, le meilleur accueil. Et qu'ils gardent confiance surtout, qu'ils gardent confiance en la CNPS. Nous continuons d'aller de l'avant pour leur bénéfice. La CNPS Cameroun ne souhaite pas s'arrêter là. Elle veut rajouter à ce palmarès élogieux et unique à date les distinctions dans le domaine de la communication, du système d'information qui, lui, repose sur le paiement immédiat des droits aux assurés sociaux de la CNPS, des droits des retraités et autres. Et grâce à ces data centers de dernière génération, la CNPS Cameroun est le seul organisme de caisse nationale de sécurité sociale à date avec cette performance. Voilà que quelqu'un qui a été cité par son mérite, par sa façon de faire, et dont le pays a été mis plusieurs fois en exergue, est celui-là même qui déclenche ce qu'on peut appeler comme un coup de tonnerre. Avant de citer ce pays qui n'est autre que le Rwanda, on se pose la question si vraiment l'Afrique a le droit par mimétisme de faire de la démocratie à l'européenne. Notre Afrique dont le peuple a besoin de tout, des routes, de l'eau potable, des hôpitaux, du travail, des écoles, des universités, bref, en Afrique, on a besoin de tout, dans tous les villages, dans toutes les villes et tout pays confondu. 2 questions se posent. La première,
les pays européens ont-ils les mêmes problèmes que nos pays africains? La seconde, peut-on en Afrique faire l'apologie des 2 mandats? À cette question, nous avons un coup de tonnerre. Le président rwandais Paul Kagame a décidé de se présenter pour un 4e mandat dans son pays, le Rwanda. Mais alors, fait étonnant, avec l'adhésion et la confiance que lui portent tous les Rwandais, ne pouvons pas nous dire qu'enfin les Africains comprennent qu'il vaille mieux sanctionner dans les urnes certains de nos leaders qui ne font pas ou ne respectent pas leur programme, au lieu de penser simplement à faire toute une politique sur le nombre de mandats imposés. Ceci mérite une méditation. Le Rwanda, Raoul Sonkwe. L'Afrique a-t-elle définitivement tourné le dos à la pratique de 2 mandats? Le président du Rwanda, son Excellence Paul Kagame, a annoncé pour la première fois dans une interview accordée à un magazine international et publiée le 19 septembre 2023 sa candidature pour un 4e mandat à l'élection présidentielle de la République du Rwanda, prévue en août 2024. Je suis heureux de la confiance que les Rwandais me témoignent. Je les servirai toujours tant que je pourrai. Oui, je suis bel et bien candidat, a indiqué Kagame, réélu avec 99,8% des voix en avril dernier à la tête de son parti, le Front patriotique rwandais. Une annonce qui n'est d'ailleurs pas surprenante pour beaucoup de Rwandais et d'observateurs politiques. Au regard de ce que la réforme soumise au vote prévoit que Paul Kagame pourra briguer à nouveau la présidence de la République rwandaise après la fin de son mandat de 7 ans en 2017. Le texte lui permettrait en théorie de demeurer à la tête de l'État rwandais jusqu'en 2034. Le président sortant étant autorisé à briguer un nouveau mandat de 7 ans, puis 2 mandats de 5 ans par la suite. Élu en 2003, réélu en 2010, en 2015 par référendum, puis en 2017 avec plus de 90% des voix, son Excellence Paul Kagame est au pouvoir au Rwanda depuis que sa rébellion du Front patriotique rwandais a mis fin au génocide de 1994. Nous allons nous rendre maintenant à Dubaï, dans les Émirats Arabes Unis, pour enfin connaître un tout petit peu les résolutions de cette COP 28, à laquelle l'équipe de CNN, représentée par Sylvie de Boisfleury à Dubaï, a assisté. Nous allons parler de cette fin de la COP. A-t-elle été une réussite? A-t-elle été un échec? Ou encore quelque chose de... Enfin, je dirais mi-figue, mi-raisin dans ces réussites. Nous nous envolons pour Dubaï. Bonjour Sylvie de Boisfleury. Alors que peut-on conclure, que peut-on dire sur cette COP 28 qui s'achève finalement? On sait que tu repars déjà demain sur Paris, tu dois être très très contente. Quand il sera 15h à Dubaï, il sera 11h en Côte d'Ivoire et toi tu seras déjà en train d'embarquer pour Paris. Que peut-on conclure de cette COP 28, Sylvie? Bonjour Consti, bonjour nos téléspectateurs. Voilà, c'est la fin de la COP 28. On s'attendait à une COP 28 historique, elle sera plutôt mitigée. Alors, Sylvie de Boisfleury, doit-on dire que cette COP 28 qui s'achève est un échec? Que peut-on conclure? Surtout après une longue nuit de travaux effectués par les négociateurs, des travaux qui sont achevés tard dans la nuit. Est-ce qu'on peut dire que c'est un échec? En effet, les négociateurs ont travaillé tard dans la nuit et enfin un texte est sorti, un texte de compromis, mais qui ne satisfera pas toutes les sociétés civiles, toutes les ONG. Cependant, ce texte annonce que le monde doit s'éloigner des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, ordonnée et équitable, en accélérant l'action dans cette décennie cruciale afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050, conformément aux préconisations des scientifiques. Le document ne parle plus clairement de phase down et de phase out pour réclamer la sortie des énergies fossiles. Le premier terme reste employé pour le charbon non endossé à un dispositif de captation et de stockage. Le second n'est utilisé que pour demander la fin progressive des subventions pour les énergies fossiles inefficaces qui ne concernent pas la pauvreté et la transition énergétique. Et ce, aussi vite que possible. Dire stop aux énergies fossiles qui sont le charbon, le pétrole et le gaz est encore loin d'être acté. Alors Sylvie, y a-t-il au moins une fenêtre d'espoir?
Ceci dit, nous pouvons dire qu'il y a un progrès puisqu'aujourd'hui, dans les textes, nous parlons d'énergie fossile. Alors Sylvie, as-tu été dans d'autres zones, dans d'autres univers, toujours dans cette... parce que Dubaï a été transformé complètement, on ne parlait que de la COP28, donc du climat. Est-ce qu'il y a des éléments d'espoir dans le comportement de certains acteurs qui rassurent pour le futur de notre planète? Alors aussi Consti, et pour nos téléspectateurs, j'ai été dans la Green Zone. Et là Consti, tu vois, on parle bagnole, et pas n'importe quelle bagnole. Tu vois avec mes images, ce sont des voitures performantes, mais qui font appel à une énergie propre. L'ambiance à la Green Zone est totalement différente. On y voit beaucoup plus d'Émiratis, aussi des femmes, qui ne sont absolument pas présentes dans la zone bleue. La zone bleue, c'est une zone cosmopolite, où tous les pays du monde se sont retrouvés. La zone verte est une zone où là, ce sont les Émiratis et le business qui parlent. Alors que peut-on retenir de cette Green Zone? Un point important pour la Green Zone, j'ai pu constater et voir des événements sur les lancements de satellites. Ces satellites auront une importance cruciale pour notre avenir, puisqu'ils vont pouvoir mesurer l'évolution du climat. Ils vont pouvoir mesurer l'intensité de nos vagues de chaleur, l'intensité de nos précipitations, l'intensité des cyclones. Tout ça fera que peut-être dans les COP à venir, avec ces nouvelles données, il y aura moins de consensus et des actions claires à amener un changement dans nos comportements. Je suis Sylvie de Boisfleury depuis Dubaï pour CNN. Merci Sylvie de Boisfleury. Bon retour sur Paris, mais je te préviens qu'à Paris, tu tomberas en plein fouet dans le froid et les pluies. Bon, je sais que tu le sais déjà d'ailleurs. On se voit très bientôt à Paris, mais avant, Sylvie, est-il besoin de rappeler que la COP28 qui a pratiquement occupé toute la planète pendant plus de 2 semaines s'est enfin achevée. Merci pour ce reportage, ces différents reportages. D'ailleurs, notre correspondante de France qui s'est rendue à Dubaï afin de nous rapporter des éléments qui puissent informer les téléspectateurs que vous êtes. Restez sur votre petit écran, vous avez fait le très très bon choix. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. C'est terminé pour cette émission consacrée à le récapitulatif pratiquement de nos différents programmes Consti et All Week News. Et là, c'est le 2e numéro du Best of. Tout en vous disant simplement qu'on a essayé de faire un tout petit peu les choses passable, en vous ramenant des échos de la COP28 en direct de Dubaï, en duplex, entre Abidjan et Dubaï, avec notre correspondante que vous avez vue tantôt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro, tout en vous disant simplement, notre prochain rendez-vous se fera aux environs du 23 décembre. Et le 24 décembre, notre télévision vous offre une émission spéciale qui date de 33 ans. Vous verrez, il y a 33 ans, comment certains artistes et des présentateurs se comportaient. Au revoir. Le rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Consti et All Week News en multidiffusion sur CNN, la télévision autrement, sur les bouquets Télépack, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.